Bonjour à tout le monde. Donc, je vais vous présenter un peu au jour d'aujourd'hui ce qu'on peut comprendre déjà du Soleil et comment il peut impacter la Terre. Et je vais me placer à différentes échelles de temps. La première, comme en a déjà parlé Valérie, un peu au niveau du cycle solaire, et après à d'autres échelles. Puis je vais un peu étendre ça à d'autres objets. Alors, je voulais juste vous rappeler ce que c'est une étoile pour ceux qui ne savaient pas, au cas où. C'est une boule de gaz chaud autogravitante et la pression du gaz supporte la gravité. Alors là, vous voyez, typiquement, il a mal. On voit qu'il souffre hein, et il soutient bien. Alors, une boule de gaz chaud, bah, du coup, le gaz est ionisé et on appelle ça un plasma. Et un plasma émet de la lumière. Et on parle du rayonnement des corps noirs. Et dans le cas du Soleil, ce rayonnement est centré sur le jaune ici sur le visible. Et ce qui est très important à réaliser, c'est que le Soleil brille parce qu'il est chaud, il brille longtemps parce qu'il y a des réactions nucléaires en son sein et des réactions nucléaires de fusion, principalement l'hydrogène, mais après d'autres éléments quand il évolue. Et une autre information à avoir, c'est qu'il faut qu'il y ait plus de 8% de la masse du Soleil pour faire une étoile. En deçà, on fait des naines brunes ou des super Jupiter. Alors, une vue du Soleil simple, c'est une grosse boule de gaz chaud, comme j'ai dit. Il est fait principalement de deux zones. Une zone où c'est la lumière qui transporte la chaleur, qui a été générée par les réactions nucléaires, et la zone externe qui est des grands mouvements macroscopiques, un peu comme quand vous faites frémir l'eau dans une casserole avant qu'elle bout. C'est des mouvements macroscopiques de chaleur. Alors, juste pour avoir des idées d'ordre de grandeur, 15 millions de degrés à peu près au centre, 150 fois la densité de l'eau. Donc si vous aviez une bouteille d'1 litre de matière solaire, en supposant qu'elle puisse la contenir, elle ferait 150 kg, pratiquement personne ici pourrait la soulever. Un rayon de 700 000 km, 110 fois celui de la Terre, et à peu près 320 000 fois la masse de la Terre. Le Soleil constitue 99,8% de la masse du système solaire. L'autre 0,1% c'est Jupiter, et puis après toutes les autres planètes et toutes les comètes et tout le reste. Alors, dans un article d'Edouard Bard, il a montré qu'il y a beaucoup de forçages terrestres qui peuvent aller des temps courts au temps long. Alors, bien évidemment, tout dépend où on se situe. Alors moi, ce qui m'intéresse ici, c'est plutôt l'aspect astronomique, parce que je suis astrophysicien, et vous voyez qu'au niveau des échelles de temps, on peut avoir des forçages qui se font au niveau de l'échelle humaine, donc quelques années, dizaines d'années, jusqu'à des forçages très longs qui sont liés, par exemple, au fait que le Soleil a des réactions nucléaires, que ça fait des temps très longs, mais aussi à des variations autres. Puis il y a aussi, bien évidemment, d'un point de vue astronomique, les variations de l'orbite terrestre, et j'y reviendrai rapidement. Alors juste pour qu'on ait au moins vu une image du Soleil, voilà le Soleil pris en 2003, de nouveau on peut avoir des activités. Vous remarquez deux choses importantes. Un, il tourne et en 28 jours en moyenne, et deux, il a des zones intenses de magnétisme, qui sont ces zones brillantes, et des zones sombres, qui sont ce qu'on appelle des trous coronaux, et ça c'est lié à la structure de son champ magnétique, et je vais y revenir. Alors, quand on s'intéresse justement à la luminosité du Soleil, comme je l'ai dit, c'est un corps noir, donc on peut approximer à peu près l'émission du Soleil avec un corps noir, une émission d'à peu près à 5500 degrés. Et quand on est en haut de l'atmosphère, avant qu'il arrive sur Terre, on a la zone jaune là, et on voit qu'il a un spectre complet qui est principalement dans le visible avec un peu d'émission dans l'UV. Et sur Terre, au niveau de la surface, on voit qu'il y a une absorption. Donc on se doute bien que l'atmosphère de la Terre a absorbé la différence entre le diagramme rouge et le diagramme jaune. Il y a donc une sorte d'effet de filtre. Alors, selon les UV, par exemple, pourquoi je vais m'intéresser aux UV, vous verrez plus tard, c'est qu'en fait les UV sont plus ou moins absorbés en différentes altitudes. Ici, c'est en fonction de l'altitude, donc les plus intenses à très haute altitude, puis après d'autres qui arrivent jusqu'au sol. Mais on voit donc qu'en particulier, il y a absorption de cette lumière UV. J'y reviendrai. Alors le Soleil a donc plein d'échelles, et ce qui est très intriguant, c'est que quand on zoome sur sa surface, on voit qu'il convecte comme ça, et juste pour que vous le sachiez,
un des granules que vous voyez ici fait à peu près la taille de la France, 1000 km. Donc il faut imaginer que le Soleil est pavé de mouvements convectifs comme ça. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un certain ordre dans ce chaos. Parce que là, quand on regarde ça, on a l'impression que c'est très turbulent, qu'il n'y a pas de possibilité d'ordonner tout ça. Alors, pour expliquer cette convection, cette turbulence, il y a un processus de transport de la chaleur, comme je l'ai dit, mais le fait que le Soleil soit un plasma et qu'il y ait des mouvements à grande échelle et turbulents, il génère des courants. Et donc, du coup, on peut voir le Soleil comme un gros aimant. Ça, c'est un barreau d'aimant avec de la limaille de fer autour. Et donc, ce qui est important de comprendre, c'est qu'effectivement, l'activité solaire varie et change au cours du cycle. Alors voilà typiquement une variation sur le cycle précédent, le cycle 23 qu'on vient juste de passer. Et vous pouvez remarquer que le Soleil, quand il est dans une phase calme, il n'a pratiquement pas de taches sur sa surface et qu'au fur et à mesure qu'il monte sur le cycle, il devient de plus en plus recouvert de taches, un peu comme s'il y avait des taches de rousseur qui lui venaient au visage de façon périodique. Et en moyenne, la période est de 11 ans. Alors le précédent cycle était de 13 ans. Actuellement, on commence un nouveau cycle et il est intéressant de voir qu'on prédit, mais alors ça je vais vous montrer un peu plus tard, que ce cycle sera peut-être plus faible. Donc actuellement, on a l'impression qu'on est dans une phase de descente et de décroissance de l'activité magnétique du Soleil, non seulement du cycle de 11 ans, mais plus globalement. Et vous voyez, les conséquences de ce magnétisme peuvent être amenées à avoir des éruptions, et tout ça, ça va avoir bien sûr des impacts sur la Terre. Alors, voilà une tache solaire vue de près. Vous voyez que la convection est modifiée par la présence de cette tache solaire, et cette tache solaire a une forte concentration de champ magnétique. Et on voit la vue une sur le limbe, et on voit effectivement qu'il y a du champ magnétique qui est incliné sur le côté, et on voit une dépression, et on voit ces zones blanches ici, qu'on appelle les facules, et par rapport à la zone sombre. Et contrairement à ce qu'on peut croire, la présence de taches solaires à la surface qui s'apparaissent comme des points noirs n'amène pas à un assombrissement du Soleil, mais en fait à une augmentation de la luminosité du Soleil, parce que les faculés qu'il y a autour, en fait, compensent l'assombrissement lié aux taches. Bien évidemment, on trouve aussi que ces taches migrent et qu'il y a deux types d'activités magnétiques, à grande échelle et à petite échelle, et ça va amener des variabilités. Alors on peut s'intéresser à faire des simulations numériques, ça fait partie des travaux qu'on fait dans notre laboratoire, où on essaie de comprendre comment les mouvements convectifs permettent de générer le champ magnétique. Et là j'ai fait une reconstruction des lignes de champ magnétique à l'extérieur et à l'intérieur. Et ici on voit une composante, en bleu c'est la polarité négative, et en rouge la polarité positive, et on va couper à travers la sphère pour un peu mieux voir l'intérieur et voir surtout ce processus de dynamo fluide qui est la génération de champ magnétique par l'écoulement. Donc vous allez voir là, on voit l'étirement du champ magnétique et son enroulement. Et ces deux processus d'étirement du champ et d'enroulement du champ s'appellent une dynamo fluide, et alpha oméga, peu importe le terme technique, et c'est à l'origine de ce magnétisme. Alors, on peut faire des modèles simplistes où on prend en compte les observations du Soleil, une rotation différentielle, le Soleil tourne plus vite à l'équateur qu'au pôle, et des circulations un peu comme l'équivalent des cellules d'Hadley dont Valérie a parlé, sauf qu'elles s'étendent, on pense, au moins jusqu'au pôle, et peut-être parfois elles varient au cours du temps. Et tout ça amène à comprendre le mécanisme global du cycle solaire, avec la possibilité de reproduire l'émergence de ce champ magnétique avec le cycle étant donné, on pense en partie par le temps de recirculation de cette grande cellule méridienne dans le Soleil. Alors quand on regarde d'un point de vue d'irradiance totale, qu'on intègre surtout le spectre lumineux, et non pas seulement que dans le visible, mais qu'on prend toutes les gammes de fréquences, des rayons gamma jusqu'aux ondes radiométriques, on voit que différents satellites donnent différentes valeurs pour l'irradiance totale émise aux alentours de 1366. Et il y a plusieurs groupes dans le monde qui essaient de faire une reconstruction, et ils ne sont pas d'accord. Et certains trouvent qu'il y a une décroissance en ce moment, certains trouvent que c'est pratiquement constant, et d'autres trouvent que ça croît. Donc il y a encore un peu des désaccords au niveau de la reconstruction de cette luminosité, mais il est très important de la suivre. Mais ce que vous pouvez noter, c'est que en fait, en total, cette variation de l'irradiance solaire est de l'ordre de 0,1%. Donc c'est faible, c'est autour d'1,3 watts par mètre carré. Donc ça va avoir un impact, mais ce n'est pas aussi important que ce qu'on pourrait, en tout cas dans cette gamme d'énergie.
Pourquoi je parle de gamme d'énergie? C'est parce que justement, voilà le Soleil maintenant en rayon X. Si on avait des yeux qui regardaient en rayon X, on se serait rendu compte que le Soleil avait un cycle de 11 ans. Or, on ne s'en rend pas compte parce que justement le Soleil est principalement piqué sur le visible et que sa modulation est très faible, de 0,1%. Or, dans les hautes énergies, cette variation est très importante. Vous voyez, on passe d'un Soleil sombre à un Soleil très lumineux. Et quand on regarde en fonction de la longueur d'onde, la variation de cette luminosité, de cette irradiance solaire à toutes les gammes spectrales, on voit donc, on retrouve la forme du corps noir, principalement piqué dans le visible, et après on a la contribution de l'ultraviolet, de l'extrême ultraviolet et vers le X. Et si on regarde la variation, c'est donc le troisième diagramme, ici le panneau C, on voit que la variation est de nouveau, comme je le disais, de 0,1%, mais dans l'UV, elle est d'un facteur 2 à 10, et dans le rayon X, elle est d'un facteur plus de 100. Donc on voit qu'on peut avoir une très grande variation. Bon, après, quand on intègre tout ça, il est vrai que ça reste quand même faible comme effet, mais on peut imaginer une variabilité principalement due à l'ultraviolet. Et on sait que ça a un impact par les travaux de Palmer et d'autres sur l'ozone. Il y a un direct lien entre l'ultraviolet et l'ozone, et ici c'est un calcul où on a pris en compte différentes contributions au niveau du rayonnement solaire et de l'UV, et on voit qu'on peut se retrouver avec des différences, hein, le panneau de droite ici, la différence entre les deux panneaux de gauche, et on voit qu'on peut avoir des variations de température, alors bon c'est en fonction de l'altitude, et donc là le gros chiffre puisque ça en hectopascal correspond à la surface, et puis là on monte dans la haute atmosphère, on voit qu'on peut avoir des variations importantes, en tout cas de l'ordre de grandeur de ce qu'on se trouve. Donc il faut quand même être prudent quant à l'impact du rayonnement solaire sur la chimie de l'ozone et sur l'impact que ça peut avoir sur l'atmosphère, bien évidemment, quand même d'une manière générale, on pense que ça n'explique pas, je suis d'accord avec Valérie, la totalité. Alors ici, on peut faire grâce au carottage glaciaire, mais aussi au carbone 14 dans les anneaux des arbres, on peut remonter sur le magnétisme du Soleil au cours du temps. Et ici, on est donc à l'ère actuelle, et on remonte dans le passé. On est passé par un minimum de monde d'air, un minimum très important de l'activité magnétique, d'autres minimums. Il y a des grands minimums à différentes échelles de temps. Il n'y a pas que le cycle de 11 ans. Et on voit aussi qu'il y a le médiéval, le maximum médiéval. Et ce maximum médiéval correspond à peu près à la situation dans laquelle on est actuellement. Et si on regarde en pratique et qu'on fait une reconstruction, on est passé par de la température, de l'anomalie de température, donc de nouveau en dixième de degré. On voit qu'effectivement, on est bien passé lors de l'activité maximale du Soleil par un maximum médiéval. Puis quand il était passé par une zone de basse activité, par un minimum, un petit âge glaciaire, on pouvait faire, il y avait le marché d'hiver sur la Tamise à Londres par exemple. Sauf que quand on regarde maintenant le temps présent, on voit que la montée est beaucoup plus forte que tout ce qu'on a pu en tout cas observer, au moins en tout cas sur les dernières 2000 ans. Et donc là, il y a effectivement un phénomène nouveau qui semble apparaître, qui ne peut pas être expliqué uniquement par l'activité du Soleil au cours du temps. Alors, je voulais juste vous montrer une éruption. Le Soleil le fait souvent, ce genre de choses. Vous allez comprendre pourquoi, puisqu'on s'intéresse à l'impact du Soleil sur la Terre. Le Soleil étant actif, il n'y a pas que la variabilité de cette activité du Soleil en termes de variation de sa luminosité qui compte, mais il y a aussi l'impact, puisqu'on parle d'habitabilité, d'éruptions intenses et très énergétiques sur le Soleil. Donc voilà une vue, la vue précédente c'était la vue de dessus, voilà une vue de côté, de nouveau sur le limbe solaire, et on voit qu'il y a des éjections, des éruptions, et la formation de boucles post-éruption. Alors, il est important de réaliser que cette activité est donc liée au cycle de 11 ans.
Et si on commence à regarder la quantité d'éruptions qui sont de classe X, très élevée, donc des classes X, ça veut dire des éruptions très 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 intenses, qui peuvent avoir des conséquences comme par exemple au Canada en 1989, carrément disrupter tout le système du réseau électrique et mettre ça dans un blackout, on voit qu'effectivement il y a un lien direct entre la fréquence d'éruptions très intenses et l'intensité du cycle. Et donc il est important d'être capable de le prédire, ce cycle, parce que ça a une conséquence directe sur l'impact au niveau éruptif du Soleil sur la Terre. Alors, le Soleil a un vent de particules, donc il n'a pas que ces tempêtes. Le Soleil, il a aussi un jet de particules permanent qu'on appelle le vent solaire. Ce vent met de l'ordre de 2 à 5 jours pour arriver sur Terre, et il est très rapide dans les endroits où le champ magnétique est ouvert, dans ces zones sombres qu'on appelle les trous coronaux, dont j'ai parlé au tout début, et plus lent, de l'ordre de 400 km par seconde dans les zones fermées. Et par rapport à une question qui avait été posée plutôt, cette zone de magnétosphère, on appelle ça le rayon d'Alven, et c'est l'endroit où la vitesse du vent est égale à la vitesse alvénique qui est liée au champ magnétique, et c'est en moyenne de l'ordre de 10 rayons solaires pour cette étoile à son taux de rotation et avec un champ magnétique simple de structure dipolaire. Mais comme on voit, quand le Soleil là est en minimum d'activité, sa structure coronale et son champ magnétique est très simpliste. Par contre, quand il est en activité magnétique, sa structure magnétique est beaucoup plus intense et son vent rapide peut être à différentes latitudes, et ça a une tendance à changer cette magnétosphère. Donc lors des cycles, si l'étoile centrale a un cycle, elle peut aussi elle-même moduler sa magnétosphère. Alors, comme je le disais, excusez-moi, ce slide est resté en anglais, je n'avais pas vu, la difficulté de prédire. En 2007, une des prédictions était que le cycle de 24 dans lequel on est rentré maintenant depuis 2009 serait plus intense que le cycle actuel. Et puis en 2009, on trouvait qu'il était du même ordre, et en 2012, on trouve qu'il est plus petit. Alors bon, les prédictions qui changent au cours, c'est un peu difficile, hein, ça me rappelle une blague, on disait avec quelqu'un qui faisait des prédictions météorologiques, il faisait une prédiction qu'il allait faire mauvais dans une moitié de la ville, et une prédiction qu'il allait faire beau dans l'autre moitié, et il avait toujours raison. Hein. Mais bon, donc c'est pas vraiment ça qu'on veut faire, on veut faire mieux que ça, on veut pouvoir prédire avec précision. Et donc c'est vrai qu'il y a des travaux, d'ailleurs avec nos collègues de l'IPGP, hein, pour essayer de progresser dans notre capacité de prédiction. Alors voilà, le Soleil, quand il est actif, et pourquoi je remets ce film, c'est parce que vous allez voir quand une éjection de masse coronale, ces grosses bouffées, ces grosses tempêtes, viennent vers nous, comment ça impacte les détecteurs. Vous avez vu ? Voilà ce que prend un satellite qui a pris une éruption solaire importante dans le visage. On voit que ça sature complètement les détecteurs. Alors bien évidemment, toutes les éjections de masse coronale ne sont pas ce qu'on appelle géo-effectives, mais beaucoup le sont, parce qu'en plus le champ magnétique du Soleil est en forme de spirale qu'on appelle la spirale de Parker, et donc vous avez tout un cône de longitude sur le Soleil où les éruptions peuvent revenir sur la Terre, parce que c'est pas en ligne directe qu'elle se déplace, mais en forme de spirale. Alors voilà une simulation de nos collègues américains à Manchester où, d'un point de vue numérique, ils envoient une CME et là on est en rayons solaires, 20-30, la Terre est à peu près à 215 rayons solaires, donc on voit la CME se balader, se déplacer, puis là, hop, on est aux alentours de la position de la Terre, on ne la voit pas, et donc on va zoomer pour essayer de la voir et voir ce qui va se passer, et l'impact que ça a d'un point de vue pour essayer de mieux les caractériser, quoi. C'est pour remettre les choses en contexte, pour voir comme on est petit par rapport à tout ce qui se passe. Hein. Et voilà notre vaisseau spatial, la Terre, impacté par cette éruption CME. Et donc, ça arrive fréquemment. Et alors, bien évidemment, les conséquences de ça, c'est les aurores boréales. Ça, c'est la conséquence sympa, l'illumination et de l'atmosphère, de l'oxygène de l'atmosphère, et parce que la Terre a un champ magnétique aussi, et il y a aussi une dynamo dans la Terre.
Et donc, heureusement pour nous que la Terre a un champ magnétique parce qu'elle nous protège en particulier. Donc déjà, une notion importante à retenir, c'est que les conditions d'habitabilité, non seulement dépendent de l'étoile et de son activité, mais elles dépendent aussi de savoir si la Terre a un champ magnétique ou pas. Parce que si elle a un champ magnétique, elle va écranter une partie de cette activité. Si elle n'en a pas, il y a une grande chance que l'atmosphère de la planète, voire les habitants sur cette planète, en prennent beaucoup et des radiations, c'est peut-être pas Fukushima, mais on pourrait imaginer ce que ça serait si on vivait tous actuellement autour de Fukushima. Alors, Valérie en a très bien parlé, il y a plusieurs scénarios par rapport au réchauffement climatique, je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a des scénarios si on arrête tout, où on peut, là j'ai l'extension au-delà de 100 ans jusqu'à 250 ans, donc vous voyez les scénarios, c'est les dernières prédictions, ça c'est le pré-rapport qui est sorti en mars, et pour ce qui va être publié en 2013. Donc c'était un pré-rapport qui avait été fait et j'ai récupéré ces choses. Et donc là, on voit que si on arrête tout de suite, on peut espérer une décroissance. Par contre, tous les autres scénarios montrent au mieux une constance et sinon un véritable emballement. Alors bien évidemment, quand il y a emballement, comme l'a montré Valérie, il y a réchauffement non homogène sur le globe, c'est important de le réaliser, mais quand même un réchauffement global. Et ce qui est important dans ce rapport, bon, les choses sont en train de se prendre de plus en plus en compte. La variabilité solaire, alors là, je crois que c'est la variabilité solaire encore dans son intégralité par la variation de l'irradiance totale. On voit ce que donnerait si on avait en bleu que le soleil. Alors la courbe en noir, c'est la courbe qu'il faut suivre de l'anomalie de température. D'accord ? La courbe en bleu, c'est si dans les modèles, on ne met que la variabilité solaire et les volcans. Et si on prend le volcaire, l'activité humaine, on voit qu'on suit mieux l'augmentation. Donc oui, le soleil contribue au réchauffement climatique, mais pas au niveau de ce qu'on a observé depuis 100 ans. Ça, c'est clair, et je suis d'accord avec Valérie là-dessus. Et bon, maintenant, il faut affiner les modèles par rapport à la meilleure prise en compte de l'ultraviolet, mais je ne pense pas que ça change les choses d'un ordre de grandeur. Donc l'homme a bien un impact. Alors, il n'y a pas que le Soleil qui impacte, il y a aussi le fait qu'il y a des effets orbitaux de la Terre, ce qu'on appelle les cycles de Milankovitch. Alors, il y a différentes modifications. Alors là, on est à des échelles, là où je parlais des échelles de dizaines d'années, de centaines d'années. Après, je vais revenir sur le Soleil. Ici, on parle plutôt de milliers d'années. Il y a l'appréciation de l'axe de rotation de la Terre, un peu comme un effet toupie, si vous voulez, pour simplifier. Il y a le changement de l'obliquité de la Terre. Alors, l'obliquité de la Terre varie très peu, de 1,3 degré. Alors, on est à peu près à 23 degrés. Et en fait, cette vraiment légère changement d'obliquité est dû à la présence de la Lune. Il y a après le changement d'excentricité et le fait que l'ellipse autour du Soleil précesse autour du Soleil, comme l'a montré ce petit film. Je vais peut-être revenir en arrière. Donc petit à petit. Et donc ça a une conséquence que finalement l'hiver et l'été, au cours de ce cycle qui dure à peu près de l'ordre de 100 000 ans, 10 000 ou 20 000 ans, change, ça dépend, enfin non, 100 000 ans, excusez-moi, change effectivement la position de l'hiver et de l'été et de l'ensoleillement de la planète. Donc la stabilité de l'orbite dans la zone d'habitabilité est aussi une condition nécessaire au développement de la vie. Et bon, là, on n'est pas dans un cas extrême avec la Terre, mais il y a le travail de Jacques Lascar qui a montré que, en fait, il y a une vraie sensibilité parce qu'on a un système à multicorps dans le système solaire et il y a une vraie sensibilité de l'orbite terrestre aux conditions initiales. Et sur 2500 scénarios qu'il a étudiés sur 5 milliards d'années, il a trouvé que 1% était instable, c'est-à-dire qu'il y a une rencontre d'objets entre eux, mais principalement de l'orbite de Mercure qui devient extrêmement excentrique. 99% sont stables. Dans des cas instables, il a remarqué que 20 scénarios amènent Mercure sur une trajectoire très elliptique avec une excentricité supérieure à 0,9. Donc c'est vraiment des excentricités très extrêmes. Et en particulier, ce scénario-là, le moins 468, peu importe son nom, avait une rencontre entre Mars et la Terre à moins de 7000 km. Donc il s'est intéressé à prendre ce scénario et à le perturber et aux conditions initiales pour voir quelles en étaient les conséquences. Et il trouve que il obtient 196 scénarios où il y a deux corps qui se percutent en moins de 100 millions d'années, ce qui est faible par rapport à l'évolution qu'on s'intéresse.
avec Soleil, Mercure 33 fois, ça veut dire que Mercure tombe dans le Soleil, Soleil, Mars 48 fois, donc Mars tombe sur le Soleil, Vénus, Terre 18 fois, Mercure, Vénus, Mercure, Terre, Terre, Mars. En tout, 48 cas qui engendrent une collision avec la Terre. Alors autant me dire qu'on est mal là, hein. Les conditions d'habitabilité vont vachement changer. Et ici, les scénarios, hein, sur un zoom à 3 milliards d'années. Alors, après, bien sûr, le Soleil n'est pas que la seule étoile dans l'univers. Il y a beaucoup d'étoiles. Et ici, je vous montre ce qu'on appelle le diagramme de Hertzsprung-Russell, à vos souhaits. Mais en fait, c'est une carte de Michelin, hein. Donc, c'est un peu comment on positionne les étoiles dans un diagramme température-luminosité. La différence entre les deux étant le rayon de l'étoile. Donc, quand on va vers les hautes masses ici, ça c'est ce qu'on appelle la séquence principale, c'est là où les étoiles brûlent leur hydrogène. On est très gros, on vit très peu de temps, de l'ordre de 10 millions d'années, voire moins. Quand on est au niveau du Soleil, on vit de l'ordre de 10 milliards d'années. Et quand on va vers les faibles masses, on vit plus de 100 milliards d'années. Et après, on part de cette séquence principale par la voie qu'on appelle des géantes rouges, et on devient énorme parce qu'ici, c'est les rayons. Donc ici, on est à 1/10 de rayon solaire. Donc on voit c'est des petites étoiles. Ici on est au rayon solaire, mais ici 10 rayons solaires, ici 100 rayons solaires. Donc on voit qu'on commence à avoir des étoiles très grosses. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la Terre est aux alentours de 200 rayons solaires. Donc on voit que si le Soleil se transforme en une étoile géante, il va commencer à se rapprocher de l'orbite terrestre. Alors, les étoiles sont magnétiques, il n'y a pas que le Soleil qui est magnétique, et on se rend compte que quand elles sont comme le Soleil, c'est-à-dire qu'elles ont une zone de convection externe, elles ont tendance à être très actives et très magnétiques. Et on trouve même que ce magnétisme, là, sa température effective, donc ici, c'est une étoile comme le Soleil, à peu près 5800 degrés, ou 5000, ça dépend si vous utilisez des Kelvin ou des Celsius, mais à peu près aux alentours de là, le Soleil, G2, le Soleil. Et plus vous allez vers les faibles masses, plus la zone de convection s'enfonce dans l'étoile, plus l'étoile devient complètement convective, plus il y a d'énergie disponible pour le champ magnétique, plus le champ magnétique semble augmenter en intensité. Enfin, en tout cas, on sait que les étoiles peu massives sont très actives et ont beaucoup d'éruptions, avec beaucoup d'éruptions de CME de classe F. Alors ici, on arrive maintenant à l'impact des étoiles sur la zone d'habitabilité. Ici, je vous montre un film fait par mon étudiant en thèse, Antoine, où on voit un vent sur une planète justement qui n'a pas de champ magnétique, hein, parce qu'on voit souvent le cas avec un champ magnétique. Et ici, on peut voir par exemple la perte de masse de cette atmosphère. Comment? Parce que les vents, ça aussi, ça souffle les atmosphères. Hein, ça ne reste pas autour de la planète, parce que vous avez un vent de particules en permanence qui va éroder l'atmosphère de la planète. Alors bon, c'est des modèles simplistes, mais quand même réalistes. Et ici, je vous présente la zone d'habitabilité en fonction du rayon. Donc quand on a une petite étoile comme une naine M, on est plus proche d'elle, et donc du coup, on va être beaucoup plus sensible à toutes ces éruptions, à toute son activité. Et quand on est vers des étoiles de 2 masses solaires, comme Sirius, des étoiles comme ça, on voit que la zone d'habitabilité se déplace. Donc il y a bien un changement de la zone d'habitabilité. Mais là encore, pour revenir aux discussions qu'on a eues ce matin, la zone d'habitabilité ici très anthropomorphique parce qu'elle est liée à la présence de l'eau liquide. Donc bon, on pourrait se dire, est-ce que c'est vraiment la meilleure des définitions? Enfin, en tout cas, c'est une des définitions utilisées pour ici. Je crois qu'il y a beaucoup de travail à réaliser par rapport à ces notions-là, mais c'est déjà le cas. Et ici, c'est juste un rendu 3D des nouveaux calculs qu'on est en train de commencer, où vous avez le magnétisme d'une étoile et le magnétisme d'une autre, et vous voyez qu'elles peuvent être éventuellement même connectées si la planète est très proche de son étoile. Alors au niveau des planètes extrasolaires, la recherche continue, il y aura d'autres personnes qui vont parler là-dessus, mais au jour d'aujourd'hui, on a surtout découvert des Jupiters chauds. Et ici, ce qui est très intéressant dans ce diagramme qu'on appelle la table périodique des planètes, c'est marrant, on a une zone chaude, une zone habitable et une zone froide. Et on voit qu'effectivement, dans les zones habitables, des terriennes, des super-terres ou des subterriennes, après on a les neptuniennes, on n'en a pas encore découvert beaucoup, mais la recherche continue. Voilà, des planètes potentiellement habitables. Gliese en particulier, le système de Gliese en a beaucoup, et j'ai regardé, c'est à peu près à 15 années-lumière de là, donc c'est pas si loin. Par rapport aux échelles de l'univers. Alors, je voulais aussi finir enfin pas finir, mais discuter rapidement sur le fait que beaucoup d'étoiles sont binaires dans le système, dans l'univers, et pas simples.
Et donc, du coup, vous pouvez vous intéresser aux orbites autour de systèmes binaires. Donc, il y a deux types d'orbites. La stabilité des orbites, comme le travail qu'a fait Jacques Lascar pour le système solaire, a aussi des applications pour les systèmes binaires. Et on trouve qu'il y a deux types de stabilité. Soit les planètes sont très proches de leur étoile, et donc à l'intérieur d'une certaine influence, soit elles sont à l'extérieur. Ça rejoint un peu le travail de Sylvie par rapport au disque d'accrétion. Et bon, là, je vous montre une image de Star Wars avec un double soleil, un double coucher de soleil. Et je voulais aussi parler de le soleil dans le temps. Alors, le soleil, il y a un problème, la problématique de ce qu'on appelle le soleil faible, le dim sun. En fait, on s'aperçoit, si on fait l'évolution simplement nucléaire du soleil, sur les temps longs, là on est en milliards d'années, le soleil a commencé à 70% de sa luminosité actuelle. Et si on prend en compte ce phénomène, le fait que le soleil était seulement à 70% de sa luminosité, la Terre, et ça dure assez, il a 80 seulement à 2 milliards d'années, la Terre et Mars seraient gelés jusqu'à 2 milliards d'années, alors qu'on a des preuves de la présence d'eau liquide dans les premières milliards d'années. Donc il y a un problème là. Alors les solutions, ça peut être que le soleil jeune était plus massif, donc plus lumineux, qu'il avait donc un vent plus intense qui a fait qu'il est arrivé sur la masse qu'il a actuellement. C'est pas forcément s'il était plus actif comme il est jeune, il avait un rayonnement qui était plus piqué vers les hautes énergies et avec des éruptions plus intenses qui auraient pu expliquer. L'autre, ça peut être que l'atmosphère de la Terre était différente avec un effet de serre plus important. Alors finalement, dans les phases avancées du Soleil, il ne faut pas oublier que le Soleil évolue lui aussi. Et quand on commence à quitter pour le Soleil la séquence principale où il brûle son hydrogène, en milliards d'années, il monte, et il commence à atteindre, vous voyez, l'orbite terrestre, en nombre de rayons, là c'est Mercure, Vénus, la Terre, Mars. Alors, si on prend en compte le fait qu'il a un vent, parce que j'en ai parlé beaucoup de ce vent, on a de la chance, on est sauvé, parce qu'en fait, le Soleil perd sa masse, et quand il arrive aux alentours de 12 milliards d'années, il n'aura plus que 60% de sa masse. Et donc, ça a un effet que comme il perd sa masse, l'orbite de la Terre a tendance à s'éloigner, parce qu'il est à la vitesse où elle est, avec les lois de Kepler, elle a tendance à s'éloigner par ce phénomène. Et donc, à chaque fois, au pic de cette activité de la géante rouge et de la symptotique Giant Branch, elle s'échappe juste à temps. Ça, c'est vrai si on ne prend pas les effets de marée. Si on prend les effets de marée et le rapport entre l'étoile, et ça, Stéphane Mathis va vous l'expliquer mieux cet après-midi, on peut s'apercevoir que finalement, les effets de marée vont quand même faire que la Terre va tomber sur le Soleil. Donc bon, quoi qu'il arrive, on va quand même, dans 7 milliards d'années d'ici, tomber dans le Soleil. Donc là, l'habitabilité sera à revoir aussi. Et juste pour vous montrer dans cette période-là, avec un Soleil, il faut imaginer que le Soleil va emplir complètement le ciel. Ça va devenir une énorme boule rouge qui va emplir, parce que maintenant il fait 2 degrés, mais là il va augmenter d'un facteur 200. Donc on va passer d'un demi-degré à 100 degrés dans le ciel. Donc vous imaginez ce que ça va être, tout rouge. Et bien évidemment, la conséquence, c'est que les températures vont augmenter fortement et que la Terre va devenir un caillou désertique. Ça, avant même d'être avalé par le Soleil, on ne va pas avoir d'atmosphère d'océan. Donc là aussi, la vie sera difficile. Donc juste pour finir, la Terre subit de nombreuses influences orbitales, magnétiques, particulières, amenant une variation du flux de chaleur qu'elle reçoit et une modification de son atmosphère et son exosphère. La stabilité de l'orbite est clé pour de bonnes conditions d'habitabilité terrestre. L'orbite de la Terre ne le sera pas forcément ad vitam aeternam, j'espère que ce n'est pas faux. Le Soleil et sa luminosité de température varient dans le temps. Problème du Soleil faible et de l'engloutissement de la Terre en phase géante rouge. Il y a des variations du champ magnétique sur 11 ans, 100 ans et 300 ans qui impactent son rayonnement. L'irradiation totale du TSI ne varie que de 0,1%, mais il y a un facteur 2 dans l'UV et 100 dans le NIX. On peut penser que le magnétisme solaire est à l'origine de 0,2, maximum 0,3 degrés pour l'instant. Et aujourd'hui, récemment, on voit une décorrélation entre la température moyenne et la variation. Le magnétisme stellaire dépend du type d'étoile. Les étoiles M de faible masse sont très, voire trop actives, mais elles sont les cibles privilégiées parce qu'elles ont un rapport masse étoile-planète favorable. Et l'univers est rempli de systèmes binaires d'étoiles. Les conditions d'habiter sont encore plus complexes. Merci beaucoup.